Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'actualité sur Monaco Info. Voici les titres de ce lundi 13 juillet, marqué par une nouvelle étape. Pour le nouveau centre hospitalier Princesse Grace, le prince Albert II a procédé à la remise officielle des clés du nouveau bâtiment avant de visiter des lieux. Un reportage à suivre dans quelques instants. Nous vous emmènerons ensuite dans les coulisses de la relève de la garde. Ce cérémonial attire chaque jour de nombreux curieux. Mais que se cache-t-il derrière ce rituel ? Réponse dans ce JT. La saison estivale bat son plein en principauté et les animations sont nombreuses pour occuper petits et grands. Exemple ce soir du côté du Larvoto où plusieurs activités sont proposées en journée comme en soirée. Et puis nous ferons plus ample connaissance avec Leila Crovetto. Cette jeune aviatrice monégasque participe dans quelques jours au tour aérien des jeunes pilotes. Elle partagera avec nous son sentiment et ses ambitions pour le futur. Dans ce journal également, nous reviendrons sur les concerts d'été au Palais Princier, un événement unique qui a lieu chaque année depuis plus de 60 ans dans la cour d'honneur et qui attire de nombreux mélomanes. C'est l'un des plus grands chantiers du XXIe siècle en principauté. Le nouveau centre hospitalier Princesse Grace vient de franchir une étape majeure dans son agenda avec la livraison du nouveau bâtiment aux équipes hospitalières. L'achèvement de cette phase 1 clôt le chapitre Grands Travaux débuté en 2016 avec un premier coup de pioche. La remise officielle des clés s'est faite ce lundi en présence du prince Albert II. Le reportage de Fabien Bonilla et Jean-Alexandre Dordet. Vu de l'extérieur, le bâtiment paraît gigantesque avec ses 10 étages et ses 40 000 mètres carrés. Il y avait du monde autour du nouvel hôpital ce matin. Toutes les personnes présentes sont venues assister à un événement hautement symbolique, la livraison de la première phase. Les clés ont été remises officiellement par le souverain à la directrice de l'hôpital, en présence du ministre d'État, de l'ensemble de ses ministres, du président du Conseil national, du maire et de nombreuses personnalités. Moi, je suis absolument ravi de passer cette étape, de commencer à voir vivre le nouvel établissement avec une qualité, comme vous pouvez en juger, architecturale, de finition, de travaux qui est assez exceptionnelle. Et là-dessus, le département de ma collègue Céline Caron a veillé évidemment à la bonne conduite de ce projet. Et de voir la réaction et des visages sur les personnes quand elles arrivent dans les salles, sur la qualité architecturale, sur le confort, ça fait plaisir. On se dit que finalement, c'est un projet qui a quand même été très très difficile à porter, qui est encore difficile à porter. C'est un gros enjeu, vous le savez, budgétairement, techniquement. Et puis c'est enthousiasmant aussi parce qu'enfin, on passe le témoin aux utilisateurs. À l'issue de la remise des clés, le souverain a visité le nouveau CHPG. Cette cérémonie marque une étape majeure du projet hospitalier monégasque, engagé de longue date par le gouvernement et destiné à doter la principauté d'un hôpital public moderne, évolutif et adapté aux besoins des générations futures. Aujourd'hui, on est dans les opérations qu'on appelle de verminage, donc en fait, on essaye de voir si tout se passe bien. On a aussi des opérations de marche à blanc, on a aussi des opérations de simulation, notamment par nos équipes, en fait, qui vont venir simuler des situations normales de prise en charge, mais également des situations de crise pour pouvoir tout simplement éprouver les systèmes et s'assurer que tout va bien. Il va falloir aussi équiper l'ensemble des locaux. Aujourd'hui, on n'a qu'une partie des locaux qui ont été équipés, procéder aux qualifications de tout ce qui est automates et équipements biomédicaux. Il va falloir faire le bio-nettoyage pour rendre les locaux sains, former les agents, leur permettre de s'approprier les locaux. Et puis, si tout va bien, en janvier, nous accueillerons notre premier patient. La première phase permet aujourd'hui la livraison du nouveau bâtiment et le transfert progressif de près de 75% des activités hospitalières. Les premiers patients sont donc prévus en janvier 2027. Et puis il y aura la phase 2, ce qui veut dire que l'ancien CHPG sera démantelé pour reconstruire sur site à sa place un autre bloc d'environ 48 000 m², dont l'achèvement est prévu à l'horizon 2033. L'INSEE a révélé dernièrement les excellents chiffres du tourisme en principauté. En 2025, Monaco a accueilli près de 6,7 millions de visites. Des touristes qui viennent découvrir le charme du rocher, mais aussi ses traditions et ses rituels comme la relève de la garde. Mais que se cache-t-il derrière cet incontournable qui a lieu chaque jour à 11h55 sur la place du Palais Princier? Alban Gingembre et Julien Laugier vous emmènent dans les coulisses de ce cérémonial quelques minutes avant la relève de la garde. La relève de la garde attire chaque jour de nombreux visiteurs sur la place du Palais Princier.
Mais que se passe-t-il vraiment dans les coulisses ? En réalité, pour les carabiniers, la garde commence quelques minutes avant la cérémonie. Les 10 carabiniers qui s'apprêtent à prendre la relève arrivent sur la place et se réunissent dans l'atrium de la caserne pour prendre les armes. Quelques derniers ajustements vestimentaires, puis vient le moment de rendre les honneurs pour les carabiniers morts pour la France. L'arme sur l'épaule, droite. Reposez, arme. Repos. Hors caméra, le chef de poste donne les consignes pour la garde à venir. Restez vigilants, on a toujours encore beaucoup d'activités au niveau du palais. À moins d'interrogation, n'hésitez pas encore une fois à demander à votre chef de poste. Cœur du métier de carabinier, la garde du palais est la mission principale de la compagnie. Elle veille à la sécurité du prince souverain et de la famille princière. On a des postes où on va devoir surveiller la façade du palais, l'avant du palais, et aussi les différents accès à l'intérieur du palais, la circulation des personnes. On est là pour veiller en fait à la sérénité du palais, que ce soit les personnes qui viennent y travailler, les personnes qui ont audience, et aussi pour la famille souveraine. On a un numéro qui est attribué, ça va nous donner les numéros de poste, les heures auxquelles on va être à chaque poste, et il va y avoir des rotations à respecter pendant toutes ces 24 heures. 11h55, c'est le moment de rejoindre la place du palais. Les carabiniers viennent relever leurs collègues qui descendent de garde et c'est à leur tour d'assurer pendant 24 heures la sécurité du prince souverain et de la famille princière. Et tout au long de l'été, les activités sont nombreuses en principauté pour occuper vos journées et celles de toute la famille. Cette année, pour la première fois, la mairie de Monaco a décidé d'étendre ses animations du port Hercule jusqu'au Larvoto avec un village d'été pour les enfants, mais pas seulement. Théo Schumer vous y emmène dans ce reportage réalisé avec Camille Caloni et Alexa Vial. Parce que tout le monde a le droit de s'amuser l'été, la promenade du Larvoto prend exemple sur le port Hercule en accueillant son propre petit village dédié aux enfants. Au niveau de la Rose des Vents, on trouve des animations en tout genre et des points de restauration, une idée de la mairie de Monaco. On a la joie d'avoir vente d'hot dog, un trampoline, un stand qui fait des tresses et donc des petits tatous éphémères. Et il y a également une pêche au canard et une confiserie. Donc nous avons quand même laissé pas mal d'espace aussi, je tiens à le dire, pour la sécurité et donc pour que les pompiers puissent passer. Et nous avons aussi notre estrade qui nous permettra de faire des concerts comme chaque année et également au Larvoto. Justement, à côté du trampoline, le stand dédié aux souvenirs et aux tresses est le best-seller. Des tresses sur des petites filles, des tatouages pailletés qui sont éphémères. On trouve aussi des bijoux. Des accessoires toujours très colorés, estivales, des foulards d'été et également des petites cartes postales comme ici que j'ai créées qui reprennent un petit peu les différents sites historiques et touristiques de Monaco de façon un peu pop-up art, colorée, etc. Que ce soit au port ou au Larvoto, il y a donc de quoi faire cet été en principauté, aucun risque de s'ennuyer. Le village d'été du Larvoto est ouvert tous les jours de 17h à 23h jusqu'au 16 août. Place à notre portrait du jour. Ce soir, rencontre avec une jeune femme passionnée. Elle s'appelle Leila Crovetto et rêve un jour de devenir pilote de ligne, un rêve qui est en passe de devenir réalité. En attendant, la Monégasque s'apprête à prendre les airs pour l'île où elle participera au tour aérien des jeunes pilotes. Pour en parler, Leila Crovetto est notre invitée ce soir. Elle est en duplex avec Fabien Bonilla. Leila Crovetto, bonsoir. Bonsoir. Vous allez participer mi-juillet au tour aérien des jeunes pilotes. Alors pour commencer, parlez-moi de ce concept. Qu'est-ce que le tour aérien des jeunes pilotes pour vous ? Alors le Tour aérien des jeunes pilotes, c'est un événement qui est organisé tous les 2 ans par la Fédération française de l'aéronautique, qui regroupe 45 jeunes pilotes issus de la France entière pour nous faire participer à un Tour de France où on devient les ambassadeurs de l'aviation légère française et on gagne aussi en compétences parce qu'on effectue une 40aine d'heures de vol. Et pourquoi vous faites ça ? En quoi c'est important pour vous de le faire ? Alors c'est important pour moi de participer au Tour parce que c'est quelque chose que j'ai envie de faire depuis très longtemps. J'ai découvert le THJP quand j'avais 15 ans et depuis c'est quelque chose qui me reste en tête. J'ai vraiment envie de faire partie de cette aventure, de pouvoir gagner en compétences et de pouvoir faire découvrir le monde aéronautique mais aussi de pouvoir découvrir d'autres choses aussi. Alors c'est pas votre première tentative, mais c'est la première fois que vous y participez. C'est compliqué pour participer à cette aventure ?
Alors en effet, c'est pas ma première tentative. J'ai essayé une première fois en 2024, mais cette tentative n'a pas abouti et j'ai la chance cette année de pouvoir y participer. C'est pas compliqué d'y participer, mais il faut se donner les moyens de le faire, donc en bien se préparant. Et ensuite, une fois qu'on est sélectionné, il faut aller chercher des sponsors pour pouvoir financer sa participation et s'entraîner aussi avant le départ au Tour. Alors le départ aura lieu le 18 juillet à Lille pour se terminer le 2 août. Parlez-moi du périple et ce que vous devrez faire. Pour moi, le périple, il commence bien avant le 18 juillet. Il a même commencé il y a un mois lorsque j'ai été sélectionnée. Comme je vous ai dit, il faut trouver les sponsors. Donc ça, c'est en cours depuis quasiment un mois maintenant. Et du coup, je partirai le 15 juillet de Cannes pour rejoindre Aix-en-Provence, où je ferai une étape. Et ensuite, je ferai la longue navigation pour monter jusqu'à Lille. Donc ça nécessite une grosse préparation. Il faut préparer la navigation, préparer l'avion, être sûr que les conditions sont bonnes pour partir. Donc ça, c'est tout le travail qui est fait en amont. Et ensuite, une fois sur le tour, on est encadré par la fédération, mais il faut quand même continuer à préparer les navigations. Et le tour, il est rythmé par des épreuves théoriques, mais aussi des épreuves en vol. Donc on est noté sur la qualité de notre vol, on est noté sur des initiations, par exemple, au rallye aérien. Et aussi, on est noté sur notre rapport avec le public, puisqu'il y a des jours où il y a des portes ouvertes, où on accueille le public. Et du coup, nous, notre mission, c'est de leur faire découvrir l'aviation légère. Et c'est un peu comme le Tour de France, il y a différentes étapes ? C'est ça. Au total, il y a une dizaine d'étapes. Le tour, il partira de Lille pour ensuite aller à Angers, Pont-sur-Yonne, Mâcon, Salon de Provence, un ravitaillement à Albi, Pau et il finira à Jonzac. Et c'est une vraie compétition ? Oui, c'est une vraie compétition. Il y a une notation et un classement à la fin. Alors, vous serez dans quel type d'avion pour cette aventure ? Alors, pour participer au THJP, moi, je partirai avec un PA28 qui appartient à l'Aéroclub de la Côte d'Azur. D'accord. Et plus largement, pourquoi vous aimez l'aéronautique ? Pourquoi est-ce que vous voulez être pilote ? Alors, contrairement à beaucoup de gens, moi, l'aéronautique, c'est pas quelque chose qui me berce depuis que je suis enfant. Je suis un peu tombée dedans à l'âge de 15 ans. J'ai découvert en fait quelqu'un qui pilotait à l'aéroport de Cannes et j'étais très curieuse de savoir un peu ce qui se passait dans ce milieu-là. Donc, j'ai franchi la porte de l'aéroclub et j'ai eu la chance d'être soutenue par mes parents pour commencer à piloter. Et depuis, ma vie s'oriente autour de ça. Alors, l'actualité en France me pousse à vous poser la question, avec le crash de ces derniers jours, 11 morts près de Nancy. Est-ce que c'est dangereux ? Est-ce que vous avez peur parfois dans certaines circonstances ? Alors, l'aviation légère, c'est un sport. Comme tout, ça peut être dangereux, mais il faut quand même savoir que c'est cadré. Donc, je dirais que, d'une façon générale, non, c'est pas dangereux. Et j'ai jamais eu particulièrement peur, que ce soit en avion ou même en préparant mes vols, puisque je fais de mon mieux pour exécuter mon vol le mieux possible et dans la sécurité. Alors, votre but ultime après ce tour aérien des jeunes pilotes, c'est de devenir pilote de ligne. Quel est votre objectif ? Alors après le tour aérien des jeunes pilotes, je commencerai un CPL, donc c'est une licence commerciale de pilote en septembre. Et mon objectif au long terme, c'est de devenir pilote privé pour une compagnie typiquement comme JetX ou HansJet. D'accord, d'accord. J'imagine que c'est un milieu masculin. C'est compliqué d'être une femme quand on veut être pilote ? Alors en effet, c'est un milieu qui est très masculin et ça devient accessible aux femmes, mais il y a encore du chemin à faire. Par exemple, le tour aérien des jeunes pilotes, on n'est que 8 filles pour 46 pilotes, donc c'est très peu, mais c'est voué à évoluer et à changer. Et j'ai la chance d'être soutenue en tant que femme pilote, notamment par mon aéroclub qui a cru en moi en fait depuis le début. L'aéroclub de Monaco aussi m'aide à financer ma participation à cet événement, ainsi que Marc Jouan et Jean-Philippe Noët qui m'aident et me soutiennent en fait dans cette aventure, donc je leur suis très reconnaissante. Alors je le rappelle, vous partirez le 18 juillet de Lille pour participer pour la première fois au tour aérien des jeunes pilotes. On vous souhaite plein de belles choses et de belles aventures. Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup. Et nous suivrons bien évidemment de près l'aventure de Leila Crovetto dans ce Tour de France aérien qui débute donc ce 18 juillet à Lille. Retour à présent sur les concerts d'été au Palais Princier, un événement unique qui a lieu chaque année depuis plus de 60 ans dans la cour d'honneur et qui attire de nombreux mélomanes. Dimanche, c'est sous la direction de Simone Young que l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo s'est produit, un moment que vous font vivre José Sacré, Lionel Bernardi et Clélia Renaud. Composé par Félix Mendelssohn à l'âge de 17 ans, l'ouverture du Songe de nuit d'été était proposée en ouverture du concert donné par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo dans la cour d'honneur du Palais Princier ce dimanche 12 juillet, sous la direction d'une chef d'orchestre exceptionnelle, l'Australienne Simone Young, qui avait choisi le programme de ce concert. Oui, c'est moi qui l'ai proposé parce que c'est la deuxième fois que je fais un concert ici au Palais.
Ça veut dire que je connais un peu maintenant l'endroit, l'acoustique et l'atmosphère. Et j'ai trouvé un programme pour l'été, c'était juste pour ce soir. Un soliste dans le concerto pour violoncelle d'Edouard Elgar, Pablo Ferrandez, qui était cette année l'artiste en résidence avec l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Enfin vint la dernière symphonie composée par Mozart, la lumineuse symphonie numéro 41. Alors, vous êtes australienne, vous êtes une chef de réputation internationale, vous donnez des concerts dans le monde entier, mais je crois que vous avez été une des premières femmes chefs d'orchestre, non? Oui. Ouais. Ça n'a pas été difficile? Non, au début c'était peut-être un peu difficile. J'étais la première femme à l'Opéra de Paris, à l'Opéra de Vienne, c'est avec le Grand Orchestre Philharmonique, à Dresde, à Berlin, mais ça fait déjà presque 30 ans maintenant, alors je suis... pour moi, c'est le métier, c'est sans indifférence si on est femme ou homme. Parce que c'est la musique. Oui. C'est la musique, les gestes sont coordonnés avec le son qu'on veut faire avec l'orchestre et c'est tout. Prochain concert de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo dans la cour d'honneur du Palais Princier, le dimanche 26 juillet avec Charles Dutoit à la baguette et Martha Argerich au piano. Et restons au Palais Princier où est présentée actuellement une exposition qui retrace une union historique qui a captivé le monde entier, celle du prince Régnier III et de Grace Kelly en avril 1956. 70 ans plus tard, les archives du Palais Princier et l'Institut audiovisuel de Monaco nous emmènent dans les coulisses de ce mariage du siècle à travers des documents parfois inédits. Visite guidée avec Sarah Inkari et Alexandra Paolini. Après le couronnement de la reine Elisabeth d'Angleterre, il s'agit tout simplement du deuxième plus grand événement télévisé du XXe siècle. 1800 journalistes ont couvert ce que le Figaro, suivi de nombreux médias, ont surnommé le mariage du siècle. Il a suscité l'acquisition de récepteurs de télévision qui n'étaient pas évidemment, comme aujourd'hui, unanimement possédés par les familles. Et on voit d'ailleurs dans l'exposition que sur les grands boulevards, dans les vitrines de magasins qui étaient équipés de téléviseurs, eh bien, il y avait un attroupement pour suivre en direct, diffusé en Eurovision, la retransmission du mariage civil et du mariage religieux du prince Régnier et de Grace Kelly. Alors évidemment, cet aspect médiatique est en partie et très certainement dû au caractère déjà médiatique de la mariée. Au fil du parcours, le public découvre d'innombrables trésors, pour la plupart jamais dévoilés, des tenues du couple aux cadeaux qu'il a reçus en passant par les plans de table ou encore les menus. Nous nous sommes efforcés effectivement de multiplier les sources, bien sûr les archives du Palais, bien sûr l'Institut audiovisuel, mais d'aller bien au-delà. Nous sommes allés chercher des images filmées, des images d'archives jusqu'à Los Angeles, les fonds d'archives évidemment parisiens pour Cocteau, pour Nadia Boulanger, la Bibliothèque nationale de France, la Bibliothèque historique de la ville de Paris, les archives du Quai d'Orsay pour voir comment la diplomatie française a vu ce mariage, et aussi évidemment la perception qu'ont pu avoir les monégasques, les résidents. Nous avons été très heureux de retrouver les petits-enfants qui ont accueilli le 12 avril 1956 Grace Kelly sur le quai du commerce, le quai Antoine Ier aujourd'hui. Pour son mariage, le souverain s'est montré très impliqué, comme en témoignent ces croquis de son costume dessinés de ses mains. Il donne des instructions très précises dès le départ à son équipe rapprochée, que Paris Match avait surnommé le ministère du mariage. Il dessine lui-même le dé qui va être positionné au pied des marches de la cathédrale. C'est lui qui détermine l'itinéraire entre la cathédrale Sainte-Dévote où le bouquet de la mariée est déposé et le retour du palais. Alors il n'est pas seul, évidemment, et on a voulu aussi mettre la lumière sur tous ces acteurs, ces seconds rôles de ce grand film réussi du mariage
mariage princier, de l'architecte décorateur, mais aussi les maîtres de la musique, et puis la participation des gens de lettres, des académiciens français, de Jean Cocteau, de Marcel Pagnol, mais aussi d'une forme de culture populaire avec Lucienne de Lille, avec Annie Cordy même qui se produit, parce qu'il y en a pour tous les goûts, il y en a pour tout le monde dans ces réjouissances populaires, ces 8 jours de fête. 8 jours de fête racontés ici et qui permettent à tout visiteur de comprendre comment ce mariage a fait entrer Monaco, encore peu connu à l'époque, dans une nouvelle ère. L'exposition Mariage du siècle est à découvrir jusqu'au 25 septembre et d'autres événements vont ponctuer les 70 ans de cette union entre le prince Régnier III et l'actrice américaine Grace Kelly, à l'image de cette projection qui aura lieu le 20 juillet prochain au Palais Princier. Elle présentera une version restaurée du documentaire Le mariage de Monaco de Jean Masson et sera associée à une ciné-conférence pour mieux comprendre l'histoire de cette réalisation et de sa restauration. Coup de projecteur à présent sur cette exposition haute en couleurs proposée au Quai des Artistes. Les œuvres de Vicky May Giraud s'invitent à la table de la célèbre brasserie du Port Hercule. Le reportage de Sarah Inkari et Marie-Ève Béé. Artiste franco-suédoise basée à Paris, Vicky May Giraud connaît bien Monaco pour y avoir passé une large partie de son enfance. Aujourd'hui, c'est avec émotion que cette autodidacte présente pour la toute première fois une exposition en principauté. C'est 100% féminin, mais mon but n'est pas forcément de peindre uniquement la femme, mais justement de peindre l'humain. Et cette série s'appelle Threshold, qui signifie le seuil. J'y peins ce moment très particulier et bien souvent silencieux où tout bascule à l'intérieur de nous. Bon, pas forcément suite à un événement spectaculaire, mais il peut s'agir d'une décision, d'une prise de conscience, mais qui nous transforme profondément. Tous les 2 mois, l'établissement met en lumière un nouvel artiste. À la rentrée, le thème de la mer s'affichera sur les murs du restaurant. À la tête de cette aventure artistique, depuis 1 an, Anthony Alberti, graffeur monégasque aux multiples talents. Ce lieu incontournable de Monaco, qui est cette brasserie parisienne, accueillait des expos autrefois. On était dans un lieu un petit peu fait pour ça, puisque c'est vraiment le quai avec les ateliers des artistes. Et l'idée, c'était de mettre en lumière aussi bien des jeunes artistes que des artistes parfois confirmés, et aussi d'organiser des expos collectives où on va faire réfléchir le plus grand nombre sur une thématique commune, afin de changer un petit peu l'aspect aussi du restaurant qui nous accueille pour y déguster des mets délicieux, mais en même temps, on essaye de faire déguster avec les yeux. Déguster avec les yeux, ces regards hypnotisants sublimés par les compositions iconiques de lignes noires, de surfaces rectangulaires et de couleurs primaires inspirées du style de Mondrian. Ces drôles de dames sont à contempler sans modération jusqu'au mercredi 8 septembre. Ce journal touche à sa fin. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, les prévisions météo de Chrisinda Petit-Homel, puis les experts foot avec Christophe Paco et Grégory Campi. Ils évoqueront bien évidemment la Coupe du Monde et la demi-finale entre la France et l'Espagne. Les photos de fin de JT sont signées ce soir Manuel Vitali et reviennent sur la remise des clés du nouveau CHPG. Passez une excellente soirée et à demain, 19h, pour un nouveau JT sur Monaco Info. Bonsoir à tous. Demain, le soleil brillera généreusement sur la principauté. Quelques fins voiles nuageux pourront peut-être apparaître par moments, mais ils n'altéreront pas cette belle journée estivale. Les températures, quant à elles, seront comprises entre 23 et 30 degrés, avec une agréable brise marine pour tempérer la chaleur. Et puis sinon, demain, nous fêterons les Camilles. Ce prénom d'origine latine signifie celui ou celle qui assiste aux cérémonies religieuses, aujourd'hui portées aussi bien au féminin qu'au masculin. Les Camilles évoquent l'élégance et la sensibilité.